Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc c'est une présentation qui n'est pas vraiment technique, mais qui a plus pour vocation de donner envie aux gens de s'intéresser à l'embarqué et peut-être d'en faire. Je vais essayer de vous donner envie, on va voir si j'y arrive. Donc moi je suis un ingénieur indépendant, ingénieur formateur, consultant sur Linux embarqué. Je suis à l'origine de la création de Bootlin et dont je ne fais plus partie maintenant. Et donc voilà, j'ai ma petite société qui s'appelle Rootcommit et je fais partie de l'April qui fait un travail extraordinaire pour défendre l'environnement dans lequel on évolue. Donc il s'occupe de suivre l'environnement juridique, de faire la veille, d'informer les gens qui vont prendre les décisions, qui vont voter les lois. Donc voilà, c'est important de les soutenir parce que c'est un travail qui est compliqué, qui est important mais compliqué et qu'on n'a pas forcément envie de faire non plus. Donc le plus simple, c'est voilà, de soutenir l'April. Donc Linux embarqué, c'est très sympa. Donc les transparences sont en anglais parce que j'ai envie de le diffuser largement, mais tout sera en français par ailleurs. Pourquoi Linux embarqué? Pour des raisons pour s'y mettre, le matériel est un peu onéreux, des fois libre. Là en anglais j'ai marqué free, mais en fait c'est vraiment libre. Il y a du matériel libre qui existe. Le logiciel est libre bien sûr, sinon mauvaise conférence. Une faible consommation d'énergie, c'est facile de se connecter via plein de façons, par exemple LoRa et d'autres, ou Internet bien sûr. Et puis vous pouvez du coup être indépendant, fournir vous-même vos propres services, déployer vous-même votre propre système sans dépendre de tiers qui habiteraient très très loin. Donc quelques idées de projet, déjà pour commencer, peut-être pour vous mettre en appétit. Premier projet, premier défi, présenter une conférence à la Capitale du Libre avec une Raspberry Pi 0. Check. Ah mince. J'aurais peut-être pas dû bouger. Ah si, c'est bon. Donc c'est une Raspberry Pi 0 qui présente. Bien on a pris d'ailleurs, parce que ce matin, en voulant copier les transparences sur une clé de secours, enfin celle qui est ici, j'ai reformaté les mauvaises partitions, donc mon PC c'est un bout de bois, enfin c'est un bout de métal maintenant. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir préparé cette démo comme ça. Et donc voilà, c'est une petite carte qui fait plein de choses. Donc il n'y a pas énormément de mémoire, 512 mégas de RAM, donc on peut pas lancer un navigateur, mais on peut lancer un bureau et lancer un lecteur PDF, ça marche bien et ça coûte 18 €. Et c'est un matériel qui va être maintenu qui va être vendu par la fondation Raspberry Pi pendant super longtemps. Enfin, ils s'engagent. On peut encore acheter les Raspberry Pi assez anciennes en fait, c'est assez dingue. Et mon fournisseur préféré pour Raspberry Pi, c'est Cubi, c'est une petite société qui habite qui est localisée près de Lyon et qui a des super valeurs et qui est immensément plus noble que d'autres dans ce domaine. Une autre idée que vous pourriez faire, c'est, et je vais y travailler, c'est un petit gateway pour tous vos devices propriétaires chez vous. Alors moi, chez moi, j'ai un contrôleur de panneau solaire, j'ai une alarme, j'ai un aspirateur connecté, etc. Tous des petits trucs qui se connectent à Internet, qu'ils appellent levée de sommaire et qui font je sais pas quoi. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de les mettre derrière un petit gateway qui va déjà leur mettre juste 10 kilo de bande passante. Donc ça sera pas très intéressant de faire des botnets avec. Et puis voilà, qui va sans doute filtrer les accès pour les laisser accéder qu'au trafic que j'ai identifié comme légitime, plutôt que de faire autre chose. Donc ça peut être bien pour l'hygiène de votre réseau local. Alors pour ça, j'ai pensé à ce petit matériel, ici, là, que j'ai acheté chez Orange Pi. Donc c'est un fournisseur chinois, mais qui commence à avoir une bonne réputation. C'est un RISC-V, bicore. Bon, c'est pas une foudre de guerre comme une Raspberry Pi 5, mais voilà, c'est 32 €. Et surtout, c'est 2 ports Ethernet, gigabits, et 2 ports 2,5 gigabits Ethernet, derrière du PCI Express. C'est ça le secret. 32 €. Alors j'ai commencé cette semaine, j'ai envoyé un premier device tree pour prendre en charge cette carte dans le noyau Linux. Donc déjà, vous avez la prise en charge du port série et des 2 ports gigabits Ethernet, et il faut qu'on rajoute le PCI et tout ça, mais ça va pas être très très compliqué, je pense. Vous pouvez aussi casser un device. Alors là, le jeu de mots marche un peu mieux en anglais. L'idée, c'est pas
casser vraiment, casser c'est pas vraiment un projet, c'est la description, c'est plutôt break into en anglais, c'est-à-dire vous introduire dans un device, essayer de prendre quelque chose que vous avez chez vous et essayer de le mettre en défaut, voir si vous pouvez trouver un port série sur la carte mère par exemple, et commencer à l'écouter, voir ce qu'il fait, comment on démarre, etc. Donc faire un peu d'ingénierie inverse sur votre dispositif. Bien sûr, je prends que des appareils de constructeurs de renom et qui sont qui ont une très bonne réputation, je veux dire une réputation éthique, des standards moraux très, très élevés. De la même façon, par exemple, si vous avez des Nest, si vous avez investi dans les premiers Nest de Google, le 1 et le 2, Google a arrêté de les prendre en charge, donc c'est des briques aussi, quoi. Ça ne sert plus à rien, parce qu'ils veulent se connecter au vaisseau mère, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de réponse. Et donc il y a un projet auquel vous pourriez contribuer, vous pourriez vous intéresser si vous avez ces devices-là, c'est No Longer Evil Thermostat. Donc c'est une nouvelle ROM en fait qui va se connecter, faire en sorte que le device va se connecter à autre chose, qui va lui faire croire qu'il est bien là, sur la vaisseau mère de Google. Donc ça peut être des projets sympas comme ça qui sont à la fois ont une utilité au niveau de l'obsolescence, et puis vous allez apprendre plein de choses en faisant ça. Donc evil, effectivement, c'est une petite allusion à Google quand il disait don't be evil. Ça marche sur le Nest détecteur de fumée? Ça, je sais pas. J'ai juste vu le Gen 1, Gen 2. Non, mais il y a un autre produit qui fait détecteur de fumée. Donc la question, c'était savoir si ça marchait sur les détecteurs de fumée. Parce que j'en ai un. Ah ben voilà, il faut voir. Est-ce qu'il est pris en charge par Google encore? Ah oui. Mais à un moment, ça s'arrêtera. Avant la fin de vie de l'appareil, j'imagine. Une autre idée de projet, ça serait de prendre en charge, d'adopter une carte qui n'est pas encore prise en charge dans le noyau officiel, et de vous y mettre. Alors, il faut avoir un peu de connaissance déjà dans l'embarqué, ça aide, parce qu'il faut comprendre comment remplacer le noyau, des choses comme ça. Donc il faut un peu comprendre comment ces appareils démarrent. Mais c'est un travail très très sympa. C'est pas très très compliqué en fait. Ça c'est une carte Orange Pi V2, RV2. Mais il y en a d'autres. Donc c'est aussi RISC-V, c'est le même processeur que l'autre. Globalement, il y a de plus en plus de prise en charge dans le noyau officiel du processeur lui-même. Le travail, c'est juste en fait prendre le device. Le device tree, c'est une description du matériel et l'écrire en fait en imitant les autres cartes qui ont déjà la prise en charge de ce processeur-là. Et en plus en vous reposant sur la description initiale qu'avait fait le fabricant du matériel, qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins ça vous donne des informations. Et puis vous avez aussi les schémas de la carte. Donc c'est un peu comme un jeu d'enquête détective en fait. Vous essayez, vous mettez tiens UART 0, je vais mettre tel paramètre. Ah ça marche, super. Ben, je vais essayer de faire marcher le port réseau en imitant en fait la description d'une autre carte qui a le même processeur, donc il y a comme bonne chance que ça marche aussi. Et la plupart du temps ça marche d'ailleurs. Vous bootez une carte avec la description d'une autre, il y a des trucs qui marchent. Donc c'est super sympa. Enfin moi cette semaine je devais passer du temps sur un projet, finalement j'ai fait de la contribution à la place. J'avais un peu de mal à m'y mettre. Donc ça c'est vraiment super addictif. Et après, vous pouvez effectivement rajouter la prise en charge de votre carte dans Yocto, dans eBoot, dans Bearbox, qui sont des chargeurs de démarrage. C'est super gratifiant parce que vous apportez votre brique en fait au truc, et puis il y a des gens qui vont faire des retours. À la fin, le mainteneur, il va accepter le code. Et dans le prochain noyau, vous aurez votre contribution et la carte marchera grâce à vous. Donc génial. Donc si vous voulez vous procurer cette carte et participer à ce projet, avec plaisir. On pourrait se faire une petite communauté. La carte coûte 54 € et elle a 8 Go de RAM. C'est un truc de fou. C'est pas aussi puissant qu'une Raspberry Pi qui a à peu près le même prix, elle est un peu plus chère, une Raspberry Pi 5. Mais il y a deux ports Ethernet gigabit et surtout vous avez 2 ports PCI Express. Donc là vous pouvez mettre un grand disque SSD NVMe sur la longueur là. Et là vous avez encore un autre port PCI Express, vous pouvez mettre soit du stockage, soit ce que vous voulez en fait. Il y a des gens qui mettent des GPU, des choses comme ça, parce que c'est du PCI finalement. Donc cette carte, elle est originale de ce point de vue-là, parce qu'elle a beaucoup de connectivité PCI Express. Après, des idées en vrac, mais je pense que c'est vous aurez les vôtres. Par exemple, vous pourriez automatiser
optimiser la température de votre maison avec des informations météo qui vous diraient, bah voilà, c'est le moment d'ouvrir les fenêtres parce que il fait plus froid dehors, et puis les refermer quand il commence à refaire plus chaud dehors, par exemple en été pour refroidir votre maison. Ou suivant les prévisions météo, bah, c'est pas la peine de déclencher le chauffage parce qu'en 2 heures il va faire soleil et vous aurez du soleil sur les baies vitrées, donc c'est pas la peine de déclencher le chauffage maintenant, des trucs comme ça. Vous pourriez créer une station météo, un petit appareil photo qui va capturer tous les animaux qui passent, avec en vous formant sur les algorithmes de détection avec IA par exemple, un petit réveil qui vous réveillerait avec une lumière progressive. Votre propre cloud, ça c'est bien, avec Nextcloud par exemple. Vous l'installez chez vous et vous hébergez vos données, vos téléphones, ce qu'ils voient, c'est plus le cloud de Google, mais c'est votre cloud à vous. Des projets avec de l'IA locale, Edge ça veut dire à la frontière, donc c'est un terme que je ne comprenais pas pendant longtemps, mais en fait ça veut juste dire c'est de l'IA locale en fait. Voilà, gérer des lumières, gérer aussi, avoir un détecteur de discontinuité du froid dans votre congèle, par exemple, si vous êtes en week-end et puis le congélateur il perd le courant, vous pourriez créer un petit device qui est dans le congélateur et il fait froid, mais qui vous enverrait une notification. Et puis voilà, il y a plein de trucs à faire, c'est immense, voilà, c'est vous qui aurez les idées. Qu'est-ce qu'on peut vous suggérer comme matériel ? Alors bien sûr, il y a du matériel que vous avez déjà, donc le robot aspirateur par exemple. Votre machine à café pour être encore plus... une smart coffee machine pour être encore plus intelligente, puisque c'est une source d'intelligence le café. N'importe quel device que vous pourrez piloter. Alors après, effectivement, pour démarrer à partir de nouveaux matériels, je vous conseille d'utiliser des cartes électroniques qui sont prises en charge dans noyau Linux. Alors pour savoir si une carte est prise en charge dans noyau Linux, regardez dans les sources du noyau, c'est Arch, l'architecture, donc ARM, ARM64, RISC-V, x86. Dans boot DTS et le nom du vendeur, du fournisseur du CPU, vous avez le nom du processeur, tirez la carte, .dts, et donc vous voyez s'il y a déjà des gens qui ont pris en charge, partiellement ou complètement, le matériel dans le noyau Linux. Donc ça, c'est une façon de savoir si c'est déjà pris en charge. Et de la même façon, les cartes qui ne sont pas prises en charge par un noyau Linux, puisqu'il y a quelque chose à faire. Et la plupart du temps, vraiment, le matériel lui-même est déjà supporté par Linux. C'est juste une histoire de décrire le matériel, écrire le device tree, donc dire voilà quels sont les périphériques sur la carte, comment ils sont connectés au CPU. Et c'est rigolo à apprendre en fait. C'est une bonne façon de commencer, je trouve. Et on n'a pas besoin d'écrire de driver, on n'a pas besoin d'écrire de code C pour faire ça. Après, vous avez des fournisseurs de matériel qui ont une bonne réputation. Donc, il y a effectivement BeagleBoard. C'est mes préférés parce qu'en fait, ils font du matériel open source hardware. Donc, tous leurs designs sont open source. Donc, les gens peuvent en faire des dérivés gratuitement. Et voilà, c'est open source, vous savez ce que c'est. Et puis, il y a une grande longévité aussi. Les BeagleBoards sont vendus pendant 10 ans. La BeagleBone Black, qu'on connaît bien, elle a 13 ans, peut-être. Et elle est encore vendue. Fabriquée et vendue. Et puis, oui, il y a une très forte communauté, une bonne prise en charge dans le noyau officiel. C'est un peu pareil avec Raspberry Pi, qui n'a pas du matériel ouvert, par contre. Il y a par contre une super longévité aussi, une bonne prise en charge dans la communauté. Une très forte communauté, là, il y a énormément de gens qui l'utilisent, donc là, vous aurez plein de ressources pour faire ce que vous voulez. Et puis le petit dernier le petit dernier relativement, qui a quand même 10-11 ans, c'est Orange Pi. Pour moi, en tout cas, j'ai acheté quelques cartes de chez eux. Et elles sont assez puissantes, elles sont compactes. J'aime bien aussi, c'est pas des grosses cartes de développement. Et puis, ils ont des fonctionnalités sympas, comme on vient de voir. Et donc, c'est un constructeur chinois. C'est vrai, c'est un peu compliqué parce qu'il faut les acheter sur le store du vendeur sur AliExpress. Il n'y a pas de distributeur européen, je n'en ai pas trouvé. Mais voilà, ils ont l'air sérieux. Moi, je les ai eus au téléphone depuis un client qui est intéressé aussi, et ils s'engagent à faire fabriquer leurs cartes autant que le processeur sera disponible. Donc assez sérieux quand même. Alors comment construire votre système Vim ou Emacs Non, quand même pas, mais c'est un peu pareil. Donc en fait, vous allez devoir bâtir toute une architecture, en fait, toute une couche de logiciels pour prendre en charge votre matériel. Donc ça commence par
ce qu'on appelle le firmware qui gère un peu, c'est le BIOS quoi, en gros qui gère un peu la sécurité du système, le démarrage du système. Après vous avez un chargeur de démarrage qui disparaît une fois qu'il a lancé le noyau. En dessus on a une bibliothèque C qui fait l'interface entre le noyau et l'espace utilisateur. Et après on a des choses comme un gestionnaire de démarrage comme système D ou oui système D là par exemple, ou ça peut être BusyBox Init. Et après toutes les applications comme un serveur web, comme Organic Maps, VLC, BusyBox, etc. Enfin, et puis des programmes en Rust, par exemple, ou Python. Tout ça, on peut faire, hein, c'est Linux. Une fois qu'on a ces couches-là, bah, c'est du Linux assez standard, finalement. Sauf qu'on le construit sur mesure. Donc, vous avez plusieurs solutions pour créer un système embarqué à base de Linux. Je vois plus mon... Ouais. Vous pouvez le faire à la main. Bon, ça, c'est une super expérience pour apprendre. Vraiment, vous allez beaucoup apprendre, peut-être trop même, des choses qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Pour faire des démos, ouais, c'est simple, on appelle le Linux from scratch, j'ai même une présentation, Embedded Linux from scratch. C'est très bien, c'est sympa, mais et on apprend comment faire de la compilation croisée du style Intel vers ARM, mais c'est absolument pas reproductible. D'une fois sur l'autre, vous allez faire des petites différences, des petits bugs, et enfin, pour un vrai système, il faut pas utiliser ça. Donc c'est très, très fastidieux. Vous pouvez aussi utiliser une distribution binaire, donc très proche, enfin c'est les mêmes en fait hein, que sur le desktop. Donc vous avez Ubuntu, vous avez Debian, OpenSUSE, Fedora qui sont disponibles sur d'autres plateformes, pas que sur x86. Vous pouvez les utiliser et booter votre machine dessus, ça marchera. Et puis effectivement Alpine que Pierre utilise par exemple, qui est une distribution plus ciblée embarquée et virtualisation, qui c'est des petits systèmes de fichiers qui contiennent juste un ensemble de programmes qui sont nécessaires, enfin un minimum quoi. C'est beaucoup plus petit qu'un Debian par exemple. Et puis après on a les outils qu'utilisent les gens qui font de l'embarqué professionnellement, on va dire, ou en tant qu'amateur bien sûr, c'est Buildroot et Yocto, qui vous aident à générer un système sur mesure. Donc il y a vraiment tous les outils pour faire ça. Donc il y a Debian. Debian c'est sympa, effectivement, c'est vraiment sans doute le meilleur projet de la communauté de ce point de vue-là. Génial pour faire des démos, des prototypes. En fait, vous bootez votre noyau, vous arrangez pour charger un noyau, et après vous bootez sur une distribution Debian que vous avez copiée sur une partition d'une carte SD typiquement. Et là, voilà, vous avez une Debian, donc vous pouvez après installer. Si vous avez besoin d'un lecteur multimédia pour essayer de jouer de la vidéo, bah vous faites apt-get install VLC ou MPlayer et vous avez un lecteur vidéo. Donc il y a énormément de paquets qui sont disponibles, qui seront récupérés via la connexion réseau. Et voilà quoi. Et donc ça prend en charge ARM, RISC-V, etc. Vous pouvez même compiler vos propres applications directement avec un compilateur natif. Donc vous allez compiler sur votre carte elle-même, mais c'est presque pour faire un truc rapide, c'est le plus simple presque. Et vous avez des mises à jour qui sont très régulières, en plus mises à jour de sécurité, qui sont vraiment les plus... Enfin, c'est difficile à battre pour d'autres solutions. Au bout de quelques jours, il y a des mises à jour de sécurité pour des vulnérabilités qui sont trouvées dans la communauté. Par contre, c'est quelque chose d'assez gros. Hein. Vous vous retrouvez avec un système de fichiers qui a quelques centaines de mégas. Pour nous, dans l'embarqué, c'est beaucoup, centaines de mégas. Vous avez trop de choses, quoi. En fait, vous avez un TAR qui a 100 000 options. Vous avez un serveur Apache qui a toutes les possibilités du serveur Apache. C'est presque un peu trop. Mais bon, pour un proto, ça va. Et en plus, après, si vous faites vraiment un produit à partir de ça, c'est un peu difficile de reconstituer quelque chose de façon reproductible, en fait, de reconstruire la même chose, de faire une nouvelle version. Vous pouvez appliquer les mises à jour, mais vous faites quoi? Vous faites ça à partir d'une image de référence. C'est un peu compliqué d'industrialiser ça, en fait. Bon, il y a des outils, hein. Si vous êtes développeur Debian, sans doute vous y arriverez sans problème. Mais c'est moins facile. Et d'après les contacts que j'ai pu avoir chez mon précédent employeur ou dans ma boîte, j'estime à 5 à 15% de produits qui utilisent une distribution style Debian. C'est vraiment la douche. Hein. Après, il y a Buildroot. C'est la solution la plus simple pour compiler un système de fichiers avec juste ce qu'il vous faut, juste les programmes qu'il vous faut et pas plus. Donc vous ne traînez pas des dépendances inutiles et vous avez vraiment un système de fichiers avec vos programmes qui tiennent en quelques mégas des fois, ou quelques dizaines de mégas maximum. Et pourtant avec des fonctionnalités assez sympas. Donc c'est très facile à utiliser Buildroot, vraiment c'est pour démarrer, c'est super simple, vous récupérez les sources de Buildroot, vous faites un make menu config comme dans le noyau, vous sélectionnez les programmes que vous voulez compiler, vous faites make, éventuellement il faut sélectionner une machine aussi s'il y a une plateforme qui est déjà toute faite dans Buildroot, et voilà quoi, vous avez une image, vous la flashez et c'est parti quoi.
Alors, super pour commencer, ça vous donne une idée de ce qui est possible. C'est un vrai projet de la communauté, il n'y a pas de fondation, de grosse fondation derrière comme la Linux Foundation. Il y a une association de droit français qui collecte des sous pour organiser des événements, pour récupérer des financements, des choses comme ça de la part de sponsors et pour organiser pour acheter des pizzas typiquement. Mais le gros du financement du support de Buildroot, c'est fait par des sociétés qui ont besoin d'une fonctionnalité et donc qui vont engager des sociétés comme la mienne, comme Bootlin ou d'autres pour développer la fonctionnalité qui leur manque et c'est comme ça qu'ils soutiennent le projet plutôt que de financer des gens à plein temps sur ces problématiques. Après, il y a des gens, les mainteneurs de Buildroot travaillent sur le temps libre essentiellement, ou avec une tolérance de leur employeur, enfin un encouragement de leur employeur pour faire ce travail à temps partiel en même temps de leur travail normal. Très utilisé quand même Buildroot, entre 25 et 45% de part de marché à mon avis. Peut-être que je te vois, t'es peut-être pas sûr. 25%, ça me paraît quand même assez. Comme il n'y a pas d'ISA, je ne sais pas exactement. Voilà, la question de Pierre Ficheux, c'est effectivement, on n'a aucune obligation de signaler son projet, donc on peut regarder les téléchargements, mais on n'a pas de mesure, on n'a pas de flicage même presque pour savoir qui utilise quoi. C'est pareil pour Yocto, on ne sait pas à quel point il est utilisé, parce qu'on n'a pas de métrique, c'est pas centralisé. Le dernier projet que vous pouvez utiliser, enfin, il y en a d'autres, hein, mais principaux, c'est Yocto. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, c'est le deuxième projet de la Linux Foundation. Après, Linux, ouais, forcément. Et maintenant, ils en ont créé plein. Il doit y avoir 400-500 ou peut-être 1000 projets chaque année. Ils en annoncent tout plein. Mais donc là, c'était le deuxième. L'idée, c'était de créer un système pour créer des systèmes embarqués qui soient un peu plus industrialisables, industriels. Donc, ils ont mis C'était poussé par Linux Foundation, par Intel à l'époque. Ils ont mis des bonshommes, ils ont mis des développeurs, des ressources, de l'infrastructure. Il y a toute une machinerie qui est là pour soutenir le projet, pour faire beaucoup de tests. Il y a un mainteneur qui est payé à plein temps et d'autres personnes qui sont aussi payées par les employeurs. Donc il y a un gros effort pour soutenir ça. Et tout ça, ça permet de créer une distribution sur mesure. Là, c'est vraiment une distribution qui peut prendre en charge plusieurs appareils de la même famille en même temps. C'est assez facile. Et vous avez des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans Buildroot, qui sont un peu plus avancées. Vous pouvez gérer des paquets, enlever, supprimer des composants par installation ou désinstallation de paquets. L'outil qui s'appelle BitBake, qui génère tout ça, il est super intelligent. Il ne refait jamais deux fois la même chose. Enfin, c'est une mécanique un peu plus compliquée, mais très puissante. Et c'est surtout aussi une communauté très, très, très accueillante et très inclusive. C'est la plus inclusive, la plus accueillante que je connaisse en fait dans tout le monde du libre. Pourtant, j'ai un peu roulé ma bosse dans le domaine et chaque fois qu'on se sent déjà bien accueilli et surtout quand on contribue, on a vraiment l'impression d'être utile. En fait, je sais pas, il y a une petite alchimie que je ne peux pas vraiment expliquer. Et justement, c'est ça qui fait que c'est bien. C'est une super communauté. Donc, c'est facile de contribuer. Et on a envie de le faire. Après, côté Buildroot, il y a beaucoup de Yocto. Il y a le cœur qui est pris en charge par le projet, qui prend en charge un nombre limité de cartes, surtout du QEMU en fait, donc un émulateur. Mais après, tout ce qui est prise en charge des différents processeurs, c'est fait par les ARM, par les Rockchip, enfin, par les Toradex, etc., enfin, les Frisket, tous les fabricants de matériel finalement. C'est fait par eux, et par des communautés. Et là, la qualité peut varier ce qu'on appelle des layers, d'une layer à une autre, parce que voilà, ça dépend de la vitalité de la communauté. Donc, le cœur est vraiment très très stable, et par contre, les surcouches pour prendre en charge un matériel particulier, c'est bonne qualité, mais ça peut être variable d'un truc à un autre. Par exemple, la prise en charge de Qt ou de Raspberry Pi, elle varie un peu, des fois elle est bonne, mais ça pourrait être mieux encore. Vous avez aussi des mises à jour de sécurité, enfin ce qu'on appelle des long-term support releases qui offrent 4 ans de mise à jour sur le noyau. C'est un engagement du projet Yocto qui est financé par ses membres. Donc il y a des membres de différents grades, on va dire silver, bronze, golden, etc., qui vont financer le travail de mise à jour. Donc il y a la communauté qui est impliquée, mais il y a aussi un mainteneur qui est payé pour mettre à jour backporter les correctifs sur ces versions-là, pour que vous ayez quelque chose à jour de façon prévisible en fait. À peu près 45-70% de part de marché, peut-être plus. Ouais.
Alors finalement, en résumé, comment démarrer pour construire votre système vous-même? Le plus simple vraiment, c'est de démarrer avec Debian, je dirais. Vous récupérez une image chez Debian, vous la téléchargez, vous la mettez sur une partition, et vous compilez, vous faites un petit noyau sur mesure. Enfin, donc, faut apprendre comment le faire, mais c'est pas très compliqué. Et vous écrivez le matériel et vous bootez votre matériel avec ça sur la distribution et vous pouvez commencer à jouer. Après, vous pouvez passer sur Buildroot pour faire vraiment exactement ce dont vous avez besoin si vous voulez commencer à faire un vrai produit. Et après, vous pouvez passer sur Yocto si y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Et si vous voulez en plus prendre en charge une famille de produits, donc définir vraiment de façon plus formelle ce que c'est qu'une distribution, ce que vous voulez mettre dans votre distribution, enfin ce que vous voulez mettre dans votre système de fichiers, ce qu'on appelle une image. Donc c'est très bien structuré et ouais, ça permet vraiment plus facilement, je dirais, que Buildroot, à mon avis, de gérer une famille de produits tout entière, de façon cohérente. Alors, quels composants utiliser? Composants logiciels. BusyBox, c'est un truc qui est très utile dans l'embarqué, même sur les PC on les trouve. C'est une réimplémentation plus légère de toutes les commandes Unix que vous avez dans des scripts. Donc un shell, un cp, un tar, un ifconfig, ou un ip, etc. Toutes les commandes de base, il y en a 200, 300, j'ai du mal à les compter, qui sont prises en charge. Et il manque pas grand-chose. Ce qui manque, en fait, c'est plutôt ça qui ressort. Donc, au lieu de faire la liste exhaustive, je vous ai fait la liste de ce qui manque. C'est SSH, parce qu'il y a une autre solution qui est pas mal, qui s'appelle Dropbear. Vous avez AirSync, pratique pour synchroniser, je trouve, de répertoires à travers le réseau ou localement. EVTest aussi pour tester des devices de type input, pour tester des boutons, des choses comme ça. Ça n'existe pas dans BusyBox non plus, mais ça pourrait. Ce serait aussi une idée de contribution. Et bien sûr, dans votre système, vous aurez le noyau Linux, c'est obligé. Dropbear, c'est une implémentation des SSH qui est légère, beaucoup plus légère qu'OpenSSH. Donc vous avez un client SSH, mais aussi un serveur SSH sur votre plateforme. Vous avez des shells plus légers que Bash. Après Bash, c'est GPLv3, donc ça veut dire qu'il faut que vous permettiez à l'utilisateur de modifier tout, de modifier Bash sur votre plateforme, c'est un peu contraignant. Donc là, il y a des shells assez légers. Une bibliothèque C qui s'appelle Muscle, qui est aussi beaucoup plus légère que la GNU libc, et très compatible avec presque tout. Et puis après, vous avez un chargeur de démarrage qui s'appelle U-Boot, c'est le plus populaire, et il y a aussi Bearbox qui est un autre chargeur de démarrage, donc vous avez le choix, c'est pas mal. Et voilà, après vous installez vraiment tous les outils standards que vous trouvez, dont vous avez besoin, donc un serveur HTTP, des utilitaires pour le PCI, pour l'USB, etc. Comme sur une distribution Linux, mais vous mettez que ce dont vous avez besoin. Typiquement, c'est ça qui est sympa parce qu'on comprend ce qu'on fait. C'est ça que j'aime bien dans l'embarqué. C'est super pour apprendre, même pour comprendre comment démarre un serveur ou un desktop. En fait, voilà, vous pouvez voir comprendre tout ce que vous mettez dans votre système. Ça, c'est génial. Et comment apprendre? Le mieux, c'est de commencer par travailler, par faire quelque chose, progressivement. C'est comme ça qu'on apprend plutôt que de commencer par trop de théorie. Donc vous pouvez la première chose à faire, c'est accéder à une console série sur votre device. Donc essayez de trouver sur une carte, soit il y a des broches série, TX, RX, GND typiquement, à brancher. Donc il faut un petit adaptateur pour y accéder. Et vous connectez votre portable à ça et vous essayez de voir les messages de votre appareil quand il démarre. Des fois sur certaines cartes, ils sont là, mais il faut juste souder des connecteurs. Ils étaient là pour les développeurs en fait, mais vous n'avez plus qu'à les rebrancher vous pour y accéder. Vous avez accès au démarrage du système, c'est très sympa. Vous pouvez voir quel chargeur de démarrage il y a et comment vous pourriez peut-être remplacer le noyau. Alors si ça démarre sur une carte SD, c'est encore mieux parce que vous n'avez plus qu'à remplacer certains éléments du contenu de la carte SD et commencer à mettre autre chose. Donc après, vous pouvez commencer à recompiler votre noyau avec une nouvelle configuration ou même une version plus récente de votre noyau. Essayez de booter le dernier noyau mainline avec une description du matériel qu'on appelle le device tree. C'est ce que je suis en train de faire sur la petite carte là. C'est plus simple que ce que vous pouvez penser. C'est vraiment, vous démarrez de quelque chose qui marche et progressivement vous allez vous changer des trucs. Donc ça c'est très instructif. Vous pouvez aussi après recompiler le système de fichiers. Si vous savez comment le remplacer, avec Buildroot par exemple. Et après, vous pourrez commencer à faire un système de fichiers sur mesure avec vos applications, pourquoi pas, qui font exactement ce dont vous avez besoin. Alors quoi apprendre en premier, pour vous aider à choisir?
Le meilleur investissement, un très bon investissement, c'est investir dans des connaissances, la compréhension de Git, parce que vous investissez dans une discipline, dans un outil qui vous aide à collaborer avec d'autres personnes, et ça vous aide aussi à travailler proprement, à bien gérer et bien présenter votre travail à d'autres. C'est génial quand vous réorganisez votre travail pour l'optimiser à chaque fois, pour présenter une nouvelle version à la communauté. Et puis oui, c'est satisfaisant. On a l'impression de construire quelque chose sur des bases saines, quoi. Donc ça, c'est très bon investissement Git, je dirais. Après, si vous connaissez pas le langage C, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'apprendre? Je dirais plutôt passer à Rust directement, parce que le langage C, ça se comprend quand même. Peut-être que je suis biaisé, mais c'est pas si c'est peut-être plus simple à comprendre. Autant peut-être directement investir dans Rust pour apprendre un nouveau langage de ce type-là, quoi, un langage compilé. Aussi comprendre comment un système démarre. Alors pour ça, vous avez les supports de formation Linux embarqués de Bootlin, qui est mon ancien employeur, auquel j'ai contribué, que vous trouvez sur bootlin.com/doc. Tous les supports sont libres. Et j'avais fait une présentation sur ce sujet. C'est une démonstration de comment démarrer un Linux embarqué à partir de zéro. Donc on fait tout à partir de zéro. On crée même la chaîne de compilation à partir de zéro. En 45 minutes, on crée un compilateur croisé, on compile le noyau, on compile BusyBox, et hop, on commence à démarrer une machine virtuelle émulée avec QEMU. En 45 minutes, c'était une présentation que j'avais faite pendant le Covid. Vous verrez, je change de t-shirt à chaque page. C'était la magie du virtuel. On pouvait faire des effets spéciaux puisqu'on s'enregistrait à l'avance. Pour accélérer votre apprentissage, vous pouvez participer à investir à une formation, vraiment, effectivement, c'est assez, ça va vous aider, c'est sûr. Après, il faut avoir le budget. Donc moi, j'en offre des formations, si vous voulez. Donc là, par exemple, je fais une formation Yocto avec plein de travaux pratiques. Donc il y a de la théorie, bien sûr, parce qu'il en faut, mais il y a surtout 3/4 du temps sont passés sur de la pratique pour vraiment consolider l'apprentissage, accélérer l'apprentissage. Vous pouvez aussi participer aux conférences qui sont autour de Linux embarqué. Donc il y a des sujets effectivement autour de Linux embarqué au Capitole Libre, c'est bien pour commencer. Mais après il y a des conférences qui font que ça, comme pas le FOSDEM, mais ils ont des salles qui ne font que ça au FOSDEM à Bruxelles. Il y a la conférence Linux embarqué en Europe. La prochaine sera à Prague au mois d'octobre l'année prochaine. Alors c'est un peu cher, mais vous avez des réductions sur les personnes qui payent par eux-mêmes. En tant qu'individu, vous payez moins cher. Et un Muddy de Recipes qui a lieu à Nice, qui est organisé par notre confrère Bélibre aussi, qui est très bien. Et vraiment pas cher, c'est du style soit 50 ou 60 euros par jour. Donc vous pouvez poser un jour de congé pour y aller. Et enfin, il faut aussi l'hébergement sur Nice, mais super conférence. Au mois de mai, fin mai 2026. Alors moi aussi, un truc pour améliorer mon apprentissage, d'autant plus qu'avec l'âge, j'ai la mémoire un peu moins agile, on va dire. Je déteste oublier ce que j'apprends. Il y a une différence entre apprendre et se souvenir. Donc on apprend plein de choses, dans notre métier c'est génial, on apprend tout le temps, sauf qu'on oublie vite. Alors moi, chaque fois que j'apprends quelque chose, je me crée en fait des cartes mémoire avec un outil qui s'appelle Anki, qui est un logiciel libre. Donc c'est des cartes double face en fait, ou simple face, où je note, je me pose une question, et sur le recto le verso de la carte, j'ai la réponse. Alors ce que vous faites en fait, vous faites une nouvelle question, du style comment dans Git trouver les derniers tags, et la réponse, je l'ai écrite, je l'ai saisie. Mais ce qui est bien, c'est que en fait la réponse, c'est donc vous cherchez la réponse dans votre tête, vous n'avez pas besoin de la taper. Et quand vous avez trouvé la réponse ou pas trouvé la réponse, vous dites alors j'ai pas su répondre, donc rappelle-moi tout de suite, tu vas me reposer la question dans quelques minutes. Ou alors repose-moi la question dans 10 jours ou dans 2 ans si c'était facile, je me souviens encore. Et donc c'est ce qu'on appelle la répétition espacée, vous vous concentrez sur les choses que vous avez du mal à retenir. Et des gens comme les étudiants en médecine, ils font ça parce qu'ils ont des quantités astronomiques de choses à apprendre. Et ils veulent pas passer du temps à revoir des choses qu'ils connaissent bien, en fait. Ils veulent vraiment passer du temps sur les points difficiles à retenir. Et donc, moi, j'ai des fiches Anki dans tous les domaines. Chaque fois que j'apprends quelque chose, ou même chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau que je veux pas oublier, je prends une photo et hop, j'ai ma fiche. Non, génial pour apprendre. Après, je regarde le temps qui me reste, quand même. 20 minutes, yes. Après, l'étape suivante, c'est d'interagir avec une communauté, avec des gens qui partagent des intérêts avec vous pour booster
votre apprentissage et votre progression. Il faut. Voilà, la première chose, pour avoir de l'aide déjà, c'est la première chose, aller vers des gens pour se faire aider, c'est bien. Restez pas dans votre coin avec votre problème. Il faut comprendre que les gens qui vont vous aider, ils le font. C'est la communauté, donc ils n'ont aucune obligation de le faire. En fait, ils le font parce qu'ils ont un intérêt à vous aider, parce que ça va résoudre un problème, parce que vous pourriez être un nouveau contributeur, vous pourriez être un nouveau utilisateur. Donc, il faut qu'ils comprennent leur intérêt quand ils vous aident. Donc, vous aurez plus de chances d'être aidé. Si vous avez fait votre travail, vos devoirs à la maison, c'est-à-dire que si vous avez montré quand vous présentez un problème que vous avez cherché par vous-même et que, voilà, avec le travail de recherche que vous avez fait, vous êtes potentiellement capable de participer à la découverte d'une solution. Vous serez là pour répondre quand il vous donne un truc à explorer. Vous serez là et ça va conduire à quelque chose, en fait, le fait de vous répondre. Bien sûr, il faut poser vos questions de façon publique, parce qu'on ne veut pas répondre à des gens, enfin, on ne veut pas aider quelqu'un spécifiquement, alors que la réponse qu'on va donner, qui peut être longue, elle est censée être profitable à tout le monde. Donc si elle est archivée sur quelque chose de public, ça servira à d'autres personnes qui ont le même problème. Et puis aussi, si vous avez construit une réputation au fur et à mesure par votre interaction avec la communauté comme quelqu'un qui est fiable, qui va être là, qui va participer à quelque chose, qui va faire avancer les choses par l'interaction que les gens ont avec vous, c'est sûr que ça vous aide à être crédible et d'avoir de l'aide. Et après, effectivement, là c'était à distance. Donc, rencontrer les gens dans la vraie vie, ça c'est un boost extraordinaire. Oui, alors celui-là, c'est le community manager de Yocto. Un sacré numéro qui va vous... Quoi? Maintenant, à Yocto. Yocto, ouais. Il était chez Mender avant. Oui, il est chez Mender, ouais. Mais c'est vrai qu'il a aussi la casquette community manager de Yocto. Il va vous lancer des barres de chocolat dessus et il va vous essayer de vous, de vous compromettre avec de la bière, du whisky et tout ça. C'est vrai qu'il c'est très accueillant. Et donc, le fait de rencontrer des gens dans la vraie vie qui ont les mêmes sujets d'intérêt et qui vont échanger avec vous des connaissances, de l'expérience, ça rebooste votre motivation. Enfin, si vous l'avez jamais fait, vous pouvez pas imaginer à quel point. Enfin, bon, voilà, vous êtes déjà là dans une conférence qui pour ça, donc voilà, vous comprenez à quel point ça peut aider. Et n'hésitez pas à voir les gens qui présentent après la conférence. Ça s'applique à cette conférence ici aussi, bien sûr. Après, vous pouvez commencer à contribuer. Il y a plein de façons de contribuer à un projet. Et ça vous aide à apprendre. Le fait de faire quelque chose, ça consolide votre apprentissage aussi. Donc, vous pouvez aider les gens sur les mailing lists, sur le chat, répondre à leurs questions, partager ce que vous avez appris, écrire un petit billet de blog, faire un petit message sur un réseau social pour partager un truc que vous venez de découvrir. Et puis partager votre expérience dans des conférences. Il y a toujours des gens qui ont le même niveau que vous, enfin qui seront intéressés par ce que vous avez appris, même si c'est un niveau débutant plus, quoi. Des gens qui partager le parcours que vous avez de quelqu'un qui est parti à partir de rien et qui a avancé, c'est très précieux ça aussi pour les gens qui eux partent qui sont encore au départ. Et tout ça, bien sûr, il faut le faire de façon publique. Il n'y a pas que Linux embarqué dans la vie, ça je voulais le dire. Il y a aussi Zephyr, hein, c'est un projet libre, c'est un RTOS libre qui est aussi soutenu par la Linux Foundation, qui ressemble un peu à Linux. Il y a des API POSIX-like, des file systems, des choses comme ça. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais c'est intéressant. Et après, il y a tout ce qui est aussi microprocesseurs comme Arduino ou ESP32, etc. Bon, le ESP32, je sais pas à quel point c'est libre, parce que c'est plus géré par des constructeurs chinois, mais je crois qu'il y a des ressources libres autour. Ah, ça sera pour la fin. Je voulais mettre un autre truc. Pour résumer d'abord, après on ouvrira un débat sur vos projets, si vous avez des questions. Quel matériel vous aimez, ça m'intéresse aussi. Donc pour résumer tout ça, choisissez un projet personnel qui vous botterait, quoi, qui serait divertissant pour vous et une source d'apprentissage. Choisissez un matériel, si nécessaire, si ça vient pas avec le numéro 1. Trouvez une solution pour bâtir votre système de fichiers, et après vous mettez les mains dans le cambouis, vous commencez par faire des petites modifications, une étape après l'autre, pas tout à la fois, parce que sinon ça marchera pas, et ce serait vraiment décourageant. C'est vraiment la partie sympa, c'est d'y aller d'étape par étape et de voir une progression à la fin de chaque journée, quoi. Et vous pouvez accélérer votre apprentissage par de la lecture, des vidéos, des conférences, de la formation, contribuer au projet que vous utilisez, c'est très très enrichissant. Et ça enrichit les autres aussi.
et vous connectez aux gens. Et donc tout ça, il y a aussi la perspective. En fait, cette présentation, elle vient il y a pas mal de gens sur LinkedIn en particulier qui me demandent je m'intéresse à Linux embarqué, je voudrais en faire mon boulot, comment progresser, etc. Et donc à force d'avoir ces questions-là, j'ai fait un billet de blog, puis cette présentation pour aider les gens justement qui se posent cette question-là. Et donc en suivant ce chemin, vous pouvez vraiment acquérir de l'expérience et de la visibilité qui va vous rendre plus visible auprès d'employeurs, ou plus crédible quand vous allez vous présenter pour une annonce d'emploi, par exemple. Et donc, ça vous permettra d'avoir un job plus intéressant dans ce domaine et avoir donc du financement pour revenir à l'étape 1 et continuer à le faire. Sinon, effectivement, sans financement, au bout d'un certain temps, vous avez plus d'argent dans vos ressources et vous pouvez pas continuer. Donc ça, c'est le cercle vertueux. Vous apprenez, vous partagez, et puis c'est ce que je fais chez moi, dans ma société, je partage ce que j'apprends par du conseil, de la formation et de la contribution, et voilà, ça me permet de financer la boucle. Et donc si vous suivez ça, vous sortirez du lot, plutôt que de suivre la tendance qui est un peu trop populaire actuellement. Je sais pas si vous peut-être faire des contributions. Contribuer à celui-là ? Non, le président passe des contributions. Oui. Donc voilà, ça c'est le cercle vicieux qui bat. Donc si vous suivez le cercle vert, forcément vous sortirez du lot, dans le monde actuel qui a tendance à préférer le cercle rouge. Je vous conseille un film qui s'appelle Idiocratie. Ah oui, je l'ai vu la semaine dernière. Absolument, oui. Idiocratie, un film de 2006. Ouais, c'est vieux, mais très actuel. Très actuel, oui, tout à fait. Oui, ça m'a un peu influencé pour choisir ça. Donc voilà, ça c'est les références pour la présentation. Et comment me contacter sur Signal, sur XMPP, sur Mastodon. Et il y a donc effectivement une référence d'un billet de blog qui est un peu plus détaillé sur ce sujet, mais il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas dans le billet de blog. Et puis on a le temps, je crois, voilà, vous avez le temps de poser des questions, me parler de projets que vous auriez, de matériel que vous aimez, etc. Donc on a combien de temps ? Oui, 10 minutes, merci. Oui, bien sûr. C'est la question, c'était mettre la dernière diapo. Ah, pardon. Donc, si vous avez des questions. Après, je recommande, pour continuer à apprendre, la présentation de Pierre qui est ici, sur, par exemple, mettre en place des mises à jour dans votre système. J'avais une remarque. Oui, remarque. En fait, si j'ai vu que tout à l'heure tu parlais de Zephyr, et c'est vrai que si tu utilises des RTOS de ce type-là, finalement c'est plus simple que Linux, parce que en fait un RTOS, tu as un noyau, tu fais un firmware en limitant ton appli avec, et ça démarre. Il n'y a pas toute la mécanique qu'il y a dans Linux, et au niveau de la compréhension d'un OS, moi ça me paraît plus simple. Et même au niveau du code source, Linux, le noyau, c'est 25 millions de lignes de code. Moi, j'ai un OS que j'aime bien, qui s'appelle RTEMS. C'est un ancien OS qui est pour les missiles, mais bon, maintenant, il est utilisé plus pour les missiles. C'est très utilisé dans le spatial, y compris par Airbus, Thales Alenia, etc. Et il est très simple à mettre en œuvre. Il y a du POSIX. Et je trouve que c'est très formateur. Tu peux l'exécuter avec QEMU x86. Tu peux faire une petite image. Alors c'est rustique, hein. Attends, laisse-moi résumer la question et la remarque. Non, c'est pas, mais c'est un commentaire qui mérite d'être répété. Donc le commentaire, effectivement, la remarque, c'est que on peut travailler effectivement avec des petits RTOS temps réel qui sont plus simples effectivement à mettre en œuvre. C'est pas les 25 millions de lignes de Linux, c'est juste un petit cœur de base qui prend en charge le matériel, plus votre application, vous compilez tout ça ensemble, et c'est peut-être plus facile même effectivement pour commencer. Ça dépend du point de vue. Si vous avez déjà une connaissance de Linux et sa ligne de commande, c'est pas si compliqué de mettre en œuvre un système embarqué. Mais si vous venez de l'électronique, c'est peut-être plus simple effectivement de comprendre le bare metal. Et puis surtout, tu peux l'exécuter. Ouais. Surtout, on peut utiliser QEMU et ça, c'est absolument génial. On n'a pas forcément besoin d'acheter ou d'utiliser des cartes au début, en tout cas. Et tu peux faire une première image avec QEMU et QEMU, ça s'installe sur n'importe quel PC. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Merci. Une autre question ? Une question un peu générale. Qu'est-ce que vous appelez un système embarqué ? Ah oui. Un système qui se déplace, un
Alors moi j'ai un peu ma définition dans ma tête. C'est vrai que pour moi un système embarqué c'est un système qui n'est pas un ordinateur classique. Donc c'est de l'informatique qui remplit une fonction dédiée souvent, qui fait quelque chose en particulier, qui est pas là comme contrairement à un PC finalement d'exécuter n'importe quel type de programme. On ne sait pas à l'avance quel programme le système pourra être amené à exécuter parce que ça dépend ce qu'installent les gens. Un système embarqué c'est plutôt un système dédié avec une fonctionnalité bien précise. Non, pour moi un smartphone c'est plus comme un PC, c'est vrai. C'était la remarque. Oui. Autre question? Vous parliez de reverse dans les projets. Par exemple, si j'ai envie de reverse le fonctionnement de mon enceinte connectée, mon enceinte Bluetooth, qu'est-ce que vous conseillerez pour comment m'y prendre? Quelles ressources consulter? La question c'est comment faire du reverse engineering d'une enceinte connectée par exemple? Ou bien marquer en général. Voilà un petit appareil électronique qui a du... Est-ce qu'on a le droit? Ça je sais pas. C'est une autre question. Si, je pense qu'on a légitimement, moralement, je pense que c'est sain de le faire. Donc, pour faire ça, le mieux, c'est peut-être de l'ouvrir, d'identifier le processeur, voir si effectivement ce que je disais, c'est de trouver des ports série, des broches qui pourraient servir de port série, et se brancher dessus et voir si on a des messages de démarrage. Et puis voilà, déjà éventuellement faire des photos de la carte, les partager aussi à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et ça va permettre d'identifier un peu les composants aussi au fur et à mesure. Si vous n'avez pas encore de messages de démarrage, mais si vous avez des messages de démarrage, vous allez déjà pouvoir voir quels sont les drivers qui sont chargés. Un truc qui est sympa aussi, si c'est Linux et vous avez accès à la ligne de commande, ça peut arriver si le port série n'est pas protégé. Vous allez dans /6 firmware. Vous avez un fichier qui s'appelle FDT. C'est le device tree, c'est la description du matériel qui est en binaire, mais vous pouvez faire un DTC de ce fichier, la commande DTC, que vous l'installez là si vous l'avez pas, c'est device tree compiler. DTC FDT, vous redirigez ça dans device.dts et ça vous fait une description textuelle. Donc ça désassemble la description du matériel. Alors il n'y a pas les define, les alias qu'on avait dans les vraies sources, mais c'est quasiment la même chose que les sources et donc c'est éminemment compréhensible. Vous pouvez savoir ce qu'il y a sur votre matériel. C'est super. Donc, voilà. Oui, autre question? Pour rebondir en fait sur par exemple, en temps réel, je suis en train d'apprendre en Linux embarqué. Oui. Je pense qu'en fait, pour hacker un truc, déjà, il faut savoir est-ce que c'est du temps réel ou du Linux embarqué. Ah oui, là, la remarque, c'est savoir identifier quel type d'OS auquel on a affaire. Est-ce que c'est un Linux embarqué standard ou c'est plus un OS temps réel, etc. Oui. Parce qu'avec Linux embarqué, je vois c'est... Attends, je peux te laisser le micro. Pardon. Merci. Je disais en fait avec Linux embarqué, on a presque forcément une console sur le port série. Après en embarqué temps réel, en général on se sert du JTAG. Oui. Vas-y. Allez, on échange les micros. C'est justement cette partie-là qui est intéressante. Le fait que ça soit temps réel, c'est pas ça qui va t'enlever la console. Tu peux très bien avoir un système temps réel avec une console. En fait, ce qui va t'indiquer sur Linux, qui va t'indiquer si tu es en temps réel ou pas, c'est la version du noyau avec l'option de nos jours à partir du 6.12 de préempteur T. Ou alors, tu peux savoir si c'est du préempteur T en regardant les différentes options. La version, souvent, même si c'était le patch, ça taguait patch machin-RT, etc. Donc ça, tu peux savoir. Et après, si tu as des outils comme Xenomai, des extensions comme Xenomai, qui est une autre extension du noyau, dont je parlais hier, pareil, tu vas avoir un contenu dans le file system qui va être particulier. Si c'est du Xenomai 3, tu auras proc Xenomai, etc. Mais dans tous les cas, ça t'empêche pas d'avoir une console. Oui. Mais et heureusement, parce que c'est pratique. Après, je parlais en fait d'un point de vue pour les systèmes, on va dire. Une console c'est pratique. Je parlais en fait pour les systèmes plutôt bare metal. Bon, pour moi, FreeRTOS, tout ça, c'est une seule image statique, c'est bare metal. En général, on n'a pas forcément une console comme Linux où il y a des logs complets, etc. Et je pense que pour commencer à un truc, on peut regarder en fait le processeur qui est utilisé, voir est-ce que en général c'est plus bare metal ou Linux embarqué, et ça va nous aiguiller. C'est FreeRTOS, c'est pas du bare metal.
Oui, enfin, C'est le prof qui parle. oui, voilà. Ça... Mais la remarque, c'était que FreeRTOS, c'est pas du bare metal, effectivement. Bare metal, c'est juste un programme ouais, qui tourne. Voilà. Une autre question, remarque? Moi, c'était un petit peu. Attends. sur la Alors, je suis parfois intéressé aussi par autre chose que le Linux embarqué, justement, les autres OS, et, ou les alternatives RT plus bas niveau. Sachant on revient aujourd'hui beaucoup à Linux parce que la plupart des constructeurs fournissent en fait un point de départ comme ça. Au point qu'on n'a souvent pas de documentation en fait sur la phase de boot. On est obligé de faire de la rétro-ingénierie de la manière dont Linux démarre. Donc, est-ce que vous connaissez des matériels comme ça qui essaient quand même de revenir un petit peu à une description un peu plus littéraire, j'ai envie de dire, de la manière dont le matériel fonctionne, pour qu'on puisse éventuellement comprendre un peu plus comment faire marcher un BSD, faire marcher un Zephyr ou... J'ai quand même l'impression malgré tout qu'on est un peu associé. Moi j'ai utilisé des Olimex pas mal à la maison, plutôt pour le coup, mais est-ce qu'il y a des matériels comme ça, même Raspberry c'est un peu pareil, si vous voulez mettre autre chose que du Linux dessus, on s'arrache un peu les cheveux honnêtement parce que... Je dirais que ça dépend un peu des processeurs. Il y en a qui sont très bien documentés, qui expliquent bien ce qu'il faut faire, ce que le chargeur de démarrage va implémenter. D'ailleurs, le chargeur de démarrage, vous pouvez le garder. Par exemple, l'eboot, vous pouvez le garder et sans doute vous en servir pour démarrer un BSD. Par exemple, d'un Linux, ça marchera. Hein, je pense qu'il est fait pour charger n'importe quel type de noyau. Mais c'est vrai qu'il y a des processeurs qui sont... c'est la partie un peu difficile et qu'on n'a pas forcément sur laquelle on n'a pas forcément envie de travailler tout de suite. Par exemple, sur du Rockchip, j'ai une carte SD avec 9 partitions et les 8 premières partitions, ça a du chinois pour moi d'ailleurs. Enfin, ça vient de Chine. Et... c'est compliqué. Et il paraît que le pire, c'est Nvidia. Ils ont 35 partitions ou un truc comme ça sur les Jetson. Chaque fichier, c'est une partition. Au lieu de mettre ça dans des systèmes de fichiers, ils mettent ça dans une partition. Donc ça peut être très compliqué et ça peut ne pas être bien documenté, effectivement. Donc ça dépend un peu du matériel et c'est là peut-être que la communauté peut partager ce qu'elle a compris. Après, Si tu utilises des build systems comme... alors, je parle de Linux, hein. Si tu utilises des build systems comme Yocto et Buildroot, c'est par définition transparent. C'est-à-dire que tu as la recette du noyau, tu télécharges tes sources, tu fais tout à partir des sources. Hein? Oui, on a une solution qui marche, mais on ne sait pas pourquoi elle marche. Donc, on va transposer sur un autre OS, on est, ouais, faut faire pareil. Et si par Ah exemple, oui, c'est sûr. différences architecturales qui font qu'on ne peut pas faire pareil, ben on va essayer. Bah, si c'est du Linux, ça fonctionne à peu près partout pareil. Modulo le device tree... Ça veut dire qu'on peut faire du Linux, mais comme ça a déjà été livré avec, ouais. on comprend. Enfin, Mais les sources... Voilà, les sources de Yocto ou de Buildroot, ça permettrait de comprendre ce qu'il faut faire pour... Non, bien sûr. Ouais. Donc la question, effectivement, c'est comprendre. La question, c'est comment comprendre le mapping mémoire. Alors, normalement, c'est une documentation qui est fournie par le fabricant du matériel dans la datasheet. Donc là, maintenant, de plus en plus de gens, quand même, de fabricants de matériel jouent le jeu et vous donnent la visibilité sur tout. On a presque fini, je crois. Ah, il y a encore une question. Ouais, moi c'est. Attends, c'est bon. Ok. Moi c'est plutôt. Ok, merci. Moi, en fait, c'est pas tellement un projet perso, mais je vais être amené à travailler dans mon boulot sur Linux embarqué, donc spécifiquement Peta Linux, qui est une distribution produite par Xilinx, maintenant AMD. Et en fait, bon, moi je suis habitué à utiliser Linux, on va dire, à compiler sur Linux, des choses comme ça. En fait, j'aimerais savoir quelles sont les briques, les premières étapes à faire soi-même en utilisant Yocto par exemple, pour comprendre comment fonctionne derrière Peta Linux, parce que bon, au final on sait que ça marche parce que le fabricant a fait tout un abstract sur ce fonctionnement-là, mais comment on réapprend en fait à comprendre ce qui se passe derrière ce qu'a fait le constructeur. Donc tu utilises Yocto pour déjà il est fourni en fait pour construire le Peta Linux. Ouais, c'est ça. Moi je commencerai par les images, enfin pas forcément compiler essayer de compiler un truc plus léger. Dans Yocto il y a un core image base par exemple qui est plus simple. Oui, Peta Linux, oui, malheureusement c'est quelque chose qui est...
Malheureusement, oui, effectivement, Petalinux, c'est plus maintenu par leur... Il n'y a plus, ouais. C'est pas génial de commencer un produit avec une solution qui est plus mise à jour. Je sais pas si c'est plus un problème de version de BSP que de hardware. Je pense que c'est probable que à terme, le BSP quel qu'il soit de Xilinx, il n'y aura plus Petalinux. Après, c'est pas si compliqué. Moi, si tu veux, je l'ai fait sur une EasyBo. Là. Je pourrais te donner des infos. Voilà, contactez Pierre Chicheux pour avoir des infos sur Petalinux. Merci à tous. Merci pour cette interactivité.